Salut à toi et bienvenue sur Histoire de vie, le podcast sur lequel tu trouveras des récits inspirants pour t'accompagner sur ton chemin de développement personnel et spirituel. À travers ces interviews, tu découvriras des clés pour ton bien-être, des parcours et des leçons de vie qui nourriront ton évolution personnelle et qui t'aideront à créer la vie qui te ressemble. Je m'appelle Aurore et je suis la créatrice du blog auroremiarai.com sur lequel je partage mes expériences de vie et ce qu'elles m'ont permis d'apprendre sur moi. Je te partage aussi des outils, des pratiques et des enseignements liés au développement personnel et à la spiritualité. N'hésite pas à laisser 5 étoiles, un like ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça te permettra de me soutenir et ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Pour ce nouvel épisode, on va rencontrer Aurore. Elle est thérapeute en fasciapulsologie et sonothérapie et exploratrice de la vie intra-utérine. Elle va te présenter ces différentes approches et comment elles peuvent contribuer à ton bien-être corporel, psychologique et émotionnel. Elle t'expliquera aussi comment son chemin de guérison et d'exploration personnelle l'a mené à faire de ces techniques un projet professionnel. Si tu es dans une impasse médicale ou que tu veux soulager des douleurs ou des tensions corporelles, ou alors que tu es à la recherche de pratiques pour te ressourcer, apaiser tes émotions ou te connecter à ton être, alors tu trouveras des pistes intéressantes dans ce podcast. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Belle écoute! Bonjour Aurore, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va bien. Et toi? Très bien, merci. Je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui et faire cette interview de podcast avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et auditrices? Oui, alors je m'appelle Aurore, j'ai 35 ans et je suis une exploratrice des profondeurs du corps, des profondeurs de l'inconscient, l'essence profonde aussi. Et puis, je suis une exploratrice du passé, de notre passé et de notamment de la vie intra-utérine. Et donc, tu es thérapeute, c'est ça? Oui, je propose une thérapie manuelle par le toucher, qui s'appelle la fasciapulsologie. D'accord. Voilà. Donc les fascias, c'est le mot latin fascia qui veut dire tissu. Et en fait, c'est tous les tissus conjonctifs du corps, tous les tissus du corps, et ça crée un réseau qui va aller de la tête aux pieds. Et voilà, en gros, c'est une thérapie manuelle par le toucher, un peu comme de l'ostéopathie. On va aller vraiment en profondeur dans le corps. Et voilà, ça c'est une partie de ma pratique. Et je fais aussi des voyages sonores. Voilà, avec des sons, de la musique, du chant. Et les personnes sont allongées au sol et elles vont venir avec une intention, une problématique, et elles vont aller vivre un voyage sonore avec leur cœur, avec leur corps, avec leur âme. Et voilà, c'est les pratiques que je propose. Donc, c'est en lien avec la sonothérapie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est de la sonothérapie. Et tu peux expliquer un peu le principe de la sonothérapie? Alors, la sonothérapie part du principe que le son va faire un lien entre le subtil et la matière. Il y a des études sur la cinétique qui prouvent que les sons ont un impact sur la matière au niveau des fréquences. Selon l'harmonie de la fréquence, ça va avoir un impact différent sur la matière. Notre corps, donc nous on est fait de matière, on est fait de cellules, on est fait d'eau, et notre corps il est très sensible au message du son. Donc finalement, par la sonothérapie, la personne qui va venir faire un soin de sonothérapie, elle va venir avec une problématique. On va poser avec elle, je vais l'accompagner à poser son intention. Ça peut être, par exemple, je me sens apaisée. Et ensuite, les sons, les instruments de musique vont aller être guidés par cette intention, qui est une intention subtile finalement, et par les instruments, par le son, ils vont
pouvoir pénétrer le corps de la personne, les cellules et tous les liquides qu'il y a dans son corps pour aller harmoniser le corps en fonction de l'intention de la personne. Voilà, en théorie, c'est ça. D'accord. Après, dans la pratique, c'est vraiment une expérience à vivre et c'est une exploration en soi parce que la personne, elle va avoir des ressentis pendant son voyage et c'est vraiment à elle de poser ensuite ce qu'elle a pu ressentir et de faire c'est comme si toute son expérience va être passée au tamis et elle va récupérer finalement l'essence. Enfin, pour moi, la sonothérapie, c'est une manière de se reconnecter à son essence profonde par le biais de ce voyage où vraiment on va lâcher le mental, on va être plus dans le ressenti et on peut partir un peu loin et en même temps se retrouver. Donc c'est vraiment une technique, on va dire, de bien-être, mais aussi une pratique spirituelle. Oui, ça peut. Oui, tout à fait. En fait, les gens, ils viennent avec leur bagage, avec leur ouverture de conscience et puis ce dont ils ont besoin de vivre sur le moment, cette journée-là. Effectivement, ça peut être juste un soin de détente, de bien-être, ou ça peut être plus une exploration plus spirituelle, mais pour moi, il y a vraiment toujours cette connexion à l'âme qui reste présente. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion voilà de tester justement des voyages sonores et c'est vrai que j'ai été un peu bluffée par l'effet que ça m'avait fait. Comme tu dis, tu parles d'une détente profonde et moi j'ai vraiment reçu aussi comme des sortes de messages, on va dire, de mon âme ou de mon inconscient. Ouais, c'était assez frappant. Ça te met dans un état un peu de réceptivité en fait, et ça te permet justement du coup de ressentir des choses. Si on est dans des périodes un peu de flou mental, ça permet de trouver parfois des réponses aussi. Enfin, j'ai trouvé ça sympa. Et oui, tu parles de réceptivité. oui. Et c'est vrai que il y a beaucoup de réceptivité. Enfin, il y a beaucoup on est beaucoup dans l'émission avec notre cerveau. On est beaucoup dans la pensée, dans le mental, et on a un déséquilibre avec le fait de recevoir, d'être dans dans le senti corporel, et c'est important d'avoir des moments aussi, comme avec des voyages sonores ou quoi aux caisses, mais de retrouver cet équilibre entre ce qu'on va penser, ce qu'on va produire, etc., et ce qu'on va recevoir, ce qu'on va ressentir. Qu'est-ce qu'il y a aussi cette dimension de réceptivité et un peu spirituelle aussi dans la fasciapulsologie ou pas du tout? Alors, dans la fasciapulsologie, c'est vraiment beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire qu'on va partir du corps, on va partir des tissus, on va partir sur des tendons, des organes. Alors, les fascias, c'est des enveloppes. Voilà, les fascias, c'est des enveloppes qui vont envelopper des muscles, mais aussi des organes, mais aussi les os, de tout ce qui est système nerveux. Donc les fascias, il y en a au niveau superficiel, mais il y en a aussi en profondeur, dans la moelle épinière. Vous avez par exemple les méninges, ce sont des fascias. La plèvre, c'est les fascias du poumon. Le péricarde, c'est les fascias du cœur. Tous ces tissus, ça fait comme un grand réseau qui s'entremêle et qui va aller de la tête aux pieds, relier l'ensemble du corps. Ça crée une unité dans le corps. D'accord. Et quand on va travailler en thérapie manuelle par le toucher avec les fascias, on va vraiment aller travailler les tissus, quoi. C'est plus dans la matière que la sonothérapie. Voilà, j'ai fait 3 ans d'études, il y a beaucoup de cours d'anatomie et les personnes peuvent venir avec des problématiques d'ordre émotionnel ou spirituel, mais la plupart du temps, elles vont venir avec des problématiques plus physiques, médicales. Ça peut être aussi
des sportifs ou des femmes enceintes D'accord. pour préparer une intervention ou pour justement pallier aux effets secondaires d'une intervention. Par exemple, pallier aux effets secondaires de la chimio, mieux réagir à certaines thérapies conventionnelles. Et ça va aller complémenter finalement la médecine que l'on connaît. Et est-ce que pour la sonothérapie, on peut venir aussi pour des mots ou des questions physiques ou pas du tout? Oui, on peut venir aussi pour des maux d'ordre physique. On peut venir pour des migraines, un mal de dos. C'est vraiment très très ouvert. Et généralement, c'est bien de faire 3 séances pour partir sur un début de travail et puis après consolider le travail et puis faire une intégration avec le reste du corps. Et de toute façon, il y aura toujours minimum 3 semaines entre chaque manipulation. Parce que on laisse au corps le temps de se replacer lui-même. Finalement, que ce soit dans la fasciapulsologie ou dans la sonothérapie, on va aller stimuler l'homéostasie du corps, les ressources propres au corps. On va donner au corps une présence, une attention, et c'est au corps ensuite de trouver son propre chemin pour aller retrouver son équilibre à lui, quoi, à son rythme. Ok, oui. Et tu favorises le processus d'auto-guérison vraiment avec tout ça alors. Oui, voilà, c'est ça. On accompagne vraiment au rythme de la personne. Chouette. Et comment ça se passe une séance avec toi? Est-ce que la personne vient avec déjà une demande pour plus un voyage sonore ou plus la fasciapulsologie ou c'est quelque chose que vous décidez ensemble? Oui, en général, les gens ils viennent parce qu'ils sont attirés par une technique. Surtout le son, c'est pas anodin. En général, c'est des personnes qui ont à cœur de s'ouvrir à leur créativité, qui aiment tout ce qui est plus subtil et qui ont envie d'expérimenter ça. Souvent, il y a des musiciens, souvent c'est des personnes qui ont une ouïe assez développée ou qui savent que c'est des personnes qui trouvent une sécurité par le son. Donc, ils ont déjà cette approche-là, cette fibre-là. Et puis les gens qui viennent pour la fasciapulsologie, ils viennent en général parce que on comprend pas vraiment leur malaise ou alors leur malaise physique n'est pas ils y trouvent pas vraiment de solution et donc ils sont un peu en errance. Et enfin ça dépend hein, mais c'est quelque chose ça reste une manière de recevoir la personne qui est très subtile. On va aller tout dans la douceur, tout dans la délicatesse. On n'a pas un protocole précis et on va juste être présent au corps de la personne et voir ce qu'il nous dit. Et ça fonctionne en fait. Par exemple, on peut avoir une tension ici. Les fascias c'est comme des tissus, donc c'est bien représentatif sur un tissu. On peut avoir une douleur là, parce que ce nœud-là, il va tendre ici. Donc nous, on va ressentir la douleur ici, mais finalement, la tension, elle est vraiment à ce niveau-là. D'accord. Et le travail du fasciapulsologue, ça va être de poser ses mains, donc et petit à petit, de créer un chemin pour pouvoir détendre le tissu et faire qu'il y ait plus cette tension à ce niveau-là. Et petit à petit, ça va se dénouer. Mais c'est le corps finalement qui va faire en sorte de trouver le chemin pour dénouer la tension. D'accord. Voilà. Donc du coup, tu as dû vraiment développer aussi une certaine sensibilité dans tes mains. Ouais, c'est vraiment l'aspect passionnant de ce métier, c'est vraiment d'aller explorer avec ses mains et d'aller acquérir une sensibilité de plus en plus
de plus en plus précises, de plus en plus subtiles, tout en restant voilà, ancré, les pieds au sol. Et ouais, ça fait une sorte d'équilibre entre, voilà, on est posé, on a les pieds au sol, et en même temps dans nos mains, bah il y a plein de choses qu'on ressent, et on peut aussi aller décharger dans le sol ce qu'on va ressentir de la personne. Voilà, et puis par notre posture, ouais, enfin rester présent. Et enfin c'est un travail passionnant. Oui, qui demande beaucoup d'ancrage et de présence, comme tu dis, oui. Donc ça te fait travailler sur toi en même temps. Bah finalement, on n'a pas à s'impliquer plus que ça. On est juste voilà, une présence, une attention au corps, au tissu, et cette connexion au sol qui fait que eh ben on va poser un cadre sécure pour nous et pour la personne. Ok, bah, et du coup, est-ce que tu as d'autres pratiques que tu proposes à tes patients? Oui, je vous parlais tout à l'heure du fait que j'ai exploré la vie intra-utérine. C'est un sujet qui me passionne. J'ai à cœur d'accompagner des personnes qui se posent des questions sur leur propre vie intra-utérine, ou alors des personnes qui ont un désir de maternité. Je peux proposer soit en voyage sonore à un couple, par exemple, qui attend leur enfant. Donc ça va être un voyage sonore avec le papa et la maman et le petit dans le ventre. Donc on fait pas de voyage sonore dans les premiers 3 mois de grossesse, mais ensuite on peut très bien proposer des voyages sonores. Donc c'est un beau moment à partager, où on peut aussi inclure le papa dans ce voyage. Il y a aussi les séances de fasciapulsologie sur les femmes enceintes pour préparer à l'accouchement, et puis ensuite après l'accouchement. Et puis il y a toute une thématique aussi qui est encore en projet, mais que j'aimerais proposer, de faire des ateliers sur l'exploration de la vie intra-utérine, sur des thématiques comme l'osmose entre le fœtus et la maman, sur l'importance de la sécurité, tout ce qui est subtil autour de la grossesse et de la vie intra-utérine, parce que finalement le fœtus, il a tout son système nerveux qui est présent, et il ressent énormément de choses, il ressent toutes les émotions. Mais il y a aussi tout un système de filtration par le biais de l'osmose, justement. Et enfin voilà, c'est un processus qui est très beau, que tout le monde a pu vivre, et tout le monde a pu connecter cette grâce. Même s'il y a pu avoir des moments compliqués pendant notre propre vie intra-utérine, il y a toujours eu ces moments de grâce, ces moments d'osmose, et cette qualité. Sinon, on serait pas né, on serait pas sur Terre. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça beau, et j'ai à cœur de l'accompagner. Et dans les difficultés, et dans les moments harmonieux. C'est super chouette comme approche. Je me demandais, c'est quoi l'objectif de travailler sur la vie intra-utérine? Il y a plusieurs personnes qui ont exploré l'impact de la vie intra-utérine et de la naissance sur la vie. Notamment, il y a comme référence, il y a Marie-Lise Labonté qui a beaucoup travaillé sur la vie intra-utérine. Il y a aussi Stanislas Grof qui lui propose un travail très intéressant autour des phases de l'accouchement et l'impact sur nos vies futures. Donc l'objectif, c'est de favoriser au final le bien-être pour autant la maman que pour le fœtus. Et puis si on veut plus tard travailler sur sa propre vie intra-utérine, j'imagine que c'est pour aussi favoriser notre bien-être, je sais pas, j'imagine émotionnel, psychologique, c'est ça, sur des problématiques éventuellement qu'on peut rencontrer qui seraient peut-être dues à des soucis qui sont passés dans notre vie intra-utérine. Oui,
Voilà. Mais bon, après, c'est pas la peine d'aller chercher s'il y a rien enfin, s'il y a pas d'appel, c'est important de s'écouter, en fait. C'est vraiment important de laisser le client s'exprimer et avoir ses propres révélations. C'est pas à nous d'expliquer aux gens, ce qu'ils ont à comprendre. Ok. Et j'ai vu que tu avais fait en tout cas aussi des thérapies énergétiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, la psychologie énergétique, il y a plusieurs méthodes différentes. Il y a l'EFT, c'est la plus connue, qui est une méthode de tapotement au niveau des points d'acupuncture. Mhm. Il y a la TFT voilà, qui est une cousine de l'EFT, et il y a l'AIT. Moi, je me suis formée à ces trois méthodes et j'ai accueilli des clients en AIT surtout en AIT, parce que c'est une méthode qui va vraiment au rythme de la personne, et même si la personne est complètement dissociée de ce qui lui arrive, si elle n'est pas, même si elle n'est pas du tout en train de ressentir d'émotions, on va pouvoir quand même aller travailler sur sa problématique, et on va pouvoir quand même aller décharger l'émotion, même si elle n'arrive pas à se connecter à cette émotion. Voilà. Et concrètement, ça se déroule comment une séance d'AIT? Alors, une consultation d'AIT, au départ, on va vraiment chercher à comprendre l'historique de la personne, on va faire l'anamnèse, et puis ensuite, on va aller travailler sur des problématiques précises pour la personne. Et en fait, en psychologie énergétique, on travaille beaucoup sur le lien entre ce qu'on vit aujourd'hui. On va essayer de trouver le trauma d'origine qui est à l'origine de ce qu'on va vivre aujourd'hui qui ne convient pas. D'accord. Et donc on va arriver à ce trauma d'origine, et on va aller explorer qu'est-ce qui s'est passé pendant ce trauma, quelles sont les émotions qui n'ont pas été digérées à ce moment-là, qui n'ont pas pu être transformées, traversées à ce moment-là. Mhm. Et on va aller les décharger, parce que c'est des émotions qui sont cristallisées dans le corps. Et donc, au lieu de faire des tappings comme dans le FT, Mhm. là, on va travailler sur les chakras. En AIT, on voit les chakras comme des centres émotionnels du corps. Donc, par exemple, si, mettons, j'ai une émotion qui est cristallisée au niveau de mon poignet, Mhm. eh ben, je vais aller travailler le chakra du cœur. Ok, parce qu'il est en lien Parce que avec le poignet. voilà, c'est vraiment le centre de mémoire de toute cette zone-là dans mon corps, elle va être à ce niveau-là. Et donc finalement, on va travailler, on va faire des rondes, on va aller descendre sur chaque chakra, et on va aller décharger euh, sur chaque chakra toutes les émotions qui ont pu être cristallisées par rapport à cet événement, jusqu'à arriver au point zéro, décharger toutes les émotions qui pouvaient être déchargées, en tout cas pour le moment. Et donc, tu passes ta main devant chaque chakra, c'est ça? Et ce travail énergétique se fait grâce à ta main? Oui. En fait, moi, je le fais sur moi-même, et la personne se le fait sur elle-même. Je vais Ok. pas. C'est vraiment un outil que la personne, quand elle rentre chez elle, où qu'elle soit, elle pourra utiliser, et elle peut déjà, sans accompagnement, l'utiliser. Et voilà, parfois sur certaines problématiques, bah c'est bien d'avoir un face à face, de pouvoir être accompagné, mais c'est un outil qui s'utilise euh, de manière individuelle. Ok, oui. On peut apprendre à être autonome et à se le faire à soi-même pour avancer. Oui, voilà, c'est ça. Ça, tu m'avais dit que c'était un service que tu proposais plus. Tu peux expliquer pourquoi? Donc j'ai pratiqué l'AIT depuis 2020, et là j'ai récemment décidé d'arrêter de le proposer en séance, parce que voilà, ça faisait 1 an que je tergiversais là-dessus. Mhm. Et en fait, pour le moment,
je me sens pas de continuer à proposer ce genre de séance parce que j'ai l'impression que en fait la posture du thérapeute dans ce genre de pratique, elle doit être très claire sur le fait d'être là pour juste accompagner la personne. Et souvent, c'est difficile de garder cette posture parce que finalement, on se retrouve avec le quotidien. Donc, on a des personnes qui viennent une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les semaines et qui vont vivre des choses difficiles dans leur quotidien. Et finalement, on va utiliser l'AIT comme si c'était un baume ou un pansement qui va permettre de réguler le quotidien. Finalement, c'est pas vraiment dans cette optique-là que ça doit être utilisé cet outil. Enfin, en tout cas, pour moi, il serait plus efficace de l'utiliser en se sentant quand même responsable de ce qu'on vit. Et finalement, moi, j'ai du mal en tant que thérapeute à garder cette posture d'avoir une personne en face de moi et de lui dire, OK, vous avez vécu ça, on va le décharger, mais enfin, c'est pas juste, il y a pas juste à le décharger en fait. Il y a si ça nous arrive, c'est pour une raison qu'on peut aussi aller explorer derrière et 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 rendre la personne plus active dans sa démarche et lui redonner sa responsabilité. Et moi j'ai du mal pour le moment à garder cette posture-là, en tout cas avec l'AIT. Je trouve ça plus facile à avoir dans le cadre de la fasciapulsologie ou dans le cadre des voyages sonores, parce que je laisse la personne libre d'aller explorer ou pas d'ailleurs. Finalement, l'AIT rend les choses très très précises, très on y va vraiment quoi. C'est très actif. Finalement, la personne n'a pas le temps d'être active dans sa propre exploration et ça peut aller un peu trop vite. Même si avec l'AIT on va quand même plus en douceur et on va beaucoup plus au rythme de la personne, ça reste quand même très très dense quoi. D'accord. Donc de ce que je comprends, ça met un peu en fait la personne dans un rapport finalement qui peut être de dépendance avec un thérapeute si elle vient de manière un peu passive et qu'elle prend pas en fait la responsabilité de ce qui lui arrive et qu'elle vient juste là se décharger. C'est ça? Oui. Oui, en tout cas, oui, c'est comme ça que je le perçois pour le moment. Ça dépend du thérapeute en fait. Maman. Mais je suis pas convaincue de ma posture pour le moment avec l'AIT. Ça peut créer une relation de dépendance qui n'est pas bénéfique, ni pour le thérapeute, ni pour le client. Bah, je trouve ça super chouette de pouvoir avoir cette maturité, cette sagesse de faire cette réflexion sur ta propre posture et puis d'aménager les choses, quoi. Ouais, bah, il y a déjà pas mal à faire avec les fascias et les voyages sonores et voilà, je vais me concentrer là-dessus pour le moment. Ben donc il y a différentes approches, hein, l'approche avec le corps, l'approche avec le son. Avant tu avais l'approche un peu plus énergétique et psychologique. Pour toi, quel lien tu fais entre justement le corps, les émotions et le mental? C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec le centre émotionnel et le fait que quand on vit un événement difficile, va y avoir des émotions cristallisées dans le corps. Donc finalement, notre corps c'est un réceptacle qui va recevoir des émotions et si les émotions sont mises de côté ou si elles sont trop fortes pour qu'on puisse y faire face sur le moment, elles vont rester comme une empreinte dans notre corps jusqu'à ce qu'on puisse que ce soit au bout de quelques heures ou au bout de quelques mois ou au bout de quelques années, à un moment donné, on va avoir les capacités psychiques de faire face à ces émotions et là elles vont remonter à la surface et elles peuvent remonter à la surface par le biais du corps.
par des sensations physiques. Et voilà le lien que je fais entre le corps, le physique et l'émotionnel. Et est-ce que, par exemple, dans tes séances de fasciapulsologie, il y a déjà eu des personnes qui ont libéré des émotions? Alors, les personnes conscientisent pas forcément ce qu'elles libèrent. Parfois, elles peuvent, oui, il peut y avoir plus une décharge, un bras qui commence à bouger ou une réaction, quelque chose qui sur le moment sûrement n'a pas été vécu et qui d'un coup se décharge comme ça. La personne peut être consciente de ce qu'elle est en train de revivre ou pas. Elle peut commencer, enfin c'est pas souvent, hein, mais elle peut pleurer pendant la séance sans même savoir pourquoi, ou alors elle peut avoir une vision d'une situation qu'elle a vécue. Elle peut par exemple revivre un événement mais différemment, où là finalement elle va réagir différemment et elle va se rendre compte que en fait j'ai réagi et on m'a pas attaqué ensuite parce que l'espace est sécure. Là on n'est plus en train de on n'est plus sur le moment. Et puis en plus de ça, entre-temps, son corps, son esprit, son mental a pu digérer tout ce qui s'était passé et le revivre d'une autre manière. D'accord. Mais je te pose cette question-là parce que, enfin moi-même en tout cas, j'ai pu expérimenter ce lien justement entre physique, émotion et mental, notamment sur le chemin de Compostelle. Je suis partie plusieurs mois marcher et le fait de mettre mon corps en mouvement, ça m'a fait remonter des émotions, ça m'a fait faire des grosses prises de conscience. Et puis même au-delà de cette expérience, j'ai déjà eu des séances d'ostéopathie en fait, où aussi j'ai libéré des émotions. Et donc je trouve vraiment ça intéressant de voir comme tout ça est lié. Et en fait, le fait de travailler sur une des dimensions, que ce soit émotionnelle, psychologique ou au niveau du corps, impacte les autres dimensions. Et donc voilà, je voulais avoir ton retour aussi par rapport à toi, ta pratique là-dessus. Ouais, c'est sûr que la mise en mouvement, la mise en circulation, ça va permettre justement d'aller faire face à ces choses qu'on a mises de côté, qui sont restées figées en fait dans le corps. Ouais, c'est intéressant. Tout en pouvant stimuler l'homéostasie du corps et les capacités du corps à s'autoréguler. Dès qu'on crée le mouvement, tu vois, par la marche, t'as ce mouvement qui se crée et puis le corps qui se met en santé et qui a encore plus de force pour pouvoir aller faire face à ces émotions qu'on a mises de côté ou qu'on a figées à un moment donné parce qu'on pouvait pas, quoi. Tout à fait. J'ai un autre exemple qui vient comme ça aussi, c'est par exemple dans les voyages sonores aussi, moi ce que ça m'a permis de faire, c'est aussi de fort calmer mon mental et donc vraiment de jouer aussi sur cette dimension. C'était vraiment intéressant, voir comme des vibrations, comme le son qui vient aussi impacter le corps. Voilà, on n'entend pas un son que par les oreilles, c'est par tout le corps. C'est vraiment intéressant à explorer et franchement, j'invite tous ceux qui nous écoutent à explorer si ça les attire. Et du coup, comment t'en es venu, toi, à t'intéresser à cette pratique et à te former à tout ça? J'ai fait plusieurs explorations différentes. J'ai fait une première exploration sur notre manière d'être en lien avec le vivant. Et donc j'ai rencontré des peuples autochtones qui étaient vraiment en lien avec leur terre. J'ai découvert l'importance de notre lien à la terre à ce moment-là. Et puis après je suis rentrée en France et puis j'ai fait du maraîchage en biodynamie. Voilà, ça c'était mes premières explorations. Et puis en même temps, en parallèle, je me suis beaucoup intéressée à mes ressentis, au subtil, et
aux énergies subtiles. Parce que en biodynamie, on travaille beaucoup avec les influences des planètes, les influences des fleurs, les influences de beaucoup de choses. Et on fait beaucoup de rituels. C'est une très belle pratique. Ok, je connaissais pas du tout. Enfin voilà, c'est une manière d'être plus sensible aux saisons, aux influences cosmiques, aux influences de la Terre et à notre lien à la Terre, etc. Et puis en même temps de ça, moi j'aime beaucoup le chant, j'aime beaucoup tout ce qui est oui, chant, musique, voilà. J'ai donc cette exploration plutôt artistique, créative, avec le mouvement, avec le chant, avec le son. Voilà, et donc ça c'est une deuxième exploration. Et puis aussi un appel aussi d'exploration au niveau du transgénérationnel, de par mon histoire, de par ma lignée maternelle, paternelle. J'avais envie d'explorer ces univers-là. Et puis très vite, j'ai eu un problème physique qui a fait que je ne pouvais plus faire de maraîchage, je ne pouvais plus faire de manutention, je pouvais plus avoir, j'avais plus les capacités physiques que j'avais avant. Ça, c'était en 2016. Et à partir de là, j'ai commencé une exploration corporelle parce que j'étais bloquée. Au début, j'arrivais pas vraiment à porter mon corps. Après, j'ai réussi à porter mon corps, mais bon, la marche était difficile. Et c'est comme ça que j'ai découvert les fascias. Parce que je devais redonner du mouvement à mon corps, je devais redonner de la souplesse à mon corps. Je me suis beaucoup intéressée au travail de Marie-Lise Labonté, qui propose une méthode qui s'appelle la méthode de libération des cuirasses. C'est une approche psychocorporelle où on va aller travailler les fascias, mais avec une sorte d'anti-gymnastique. Donc on est allongé au sol, on a des balles en mousse et on va faire des mouvements très simples qui vont permettre d'aller détendre en profondeur les fascias du corps. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de travail corporel. Pendant ce temps-là, je me suis formée à la sonothérapie. Et puis j'ai continué cette exploration corporelle pour tout simplement retrouver mon corps, retrouver mes jambes, retrouver l'énergie. Et puis j'ai senti que voilà que j'avais besoin d'aller explorer des blessures, des traumas. Donc j'ai commencé à faire le travail de psychologie énergétique avec le FT, etc. Et puis ensuite, à un moment donné, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me former au niveau corporel, au niveau de ces fascias qui sont fascinantes. Et j'avais deux parcours en tête, soit partir vers une thérapie manuelle où là, on est en individuel avec la personne qu'on va accompagner, ou alors partir sur la méthode de Marie-Lise Labonté qui est plus c'est des cours collectifs finalement. Il y a de l'accompagnement individuel, mais ça reste souvent du collectif. Et j'ai préféré partir sur un accompagnement individuel avec la fasciapulsologie. D'accord, donc c'est vraiment au chemin personnel en fait de développement personnel et de guérison, tant au niveau en fait corporel que psychologique, qui t'ont amené à découvrir ces méthodes et t'as décidé d'en faire un projet professionnel alors. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait j'étais bloquée physiquement et j'avais pas de réponse de la part des médecins. Pour eux, il y avait rien. Et pourtant, je pouvais pas bouger mon corps. J'étais vraiment fragile. Et donc, ça m'a poussée à aller explorer pour retrouver une dynamique, pour retrouver la vie, quoi. Oui, c'est vrai que il y a plusieurs personnes qui testent et qui découvrent en fait des techniques alternatives quand la médecine traditionnelle ne sait pas fournir de réponse. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est intéressée à explorer ces différentes techniques et pratiques? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Parfois, on a des choses qui remontent à la surface qu'on n'arrive pas trop à comprendre. On a des schémas qui se répètent. On a cette
envie de conscientiser et on ne sait pas par quel bout le prendre. Et ces pratiques-là, elles permettent d'aller explorer, d'aller contempler qu'est-ce qui se passe en ce moment pour nous et de quoi on a besoin. C'est comme si on avait un petit fil qui dépassait et on peut dérouler le fil petit à petit et se retrouver avec quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous peut-être nous empêche d'avancer et ça peut être intéressant d'utiliser une de ces techniques pour pouvoir aller explorer cette pelote et dénouer ce qu'il y a à dénouer pour pouvoir se libérer, aller de l'avant et avancer dans sa vie. Et donc tant au niveau émotionnel, psychologique, si on a une recherche, une démarche spirituelle aussi. Ouais, tout à fait. L'appel, il peut venir de plein de dimensions différentes. Et c'est vraiment être à l'écoute de son senti et de sentir l'appel, quoi, et aller chercher. Et ces outils-là, ils nous permettent d'aller chercher. Marie-Lise Labonté, elle parle souvent du fait que le corps, c'est la porte vers notre inconscient. Et que le corps, il nous ment pas. Et vraiment, le corps, c'est un bel outil pour pouvoir aller explorer en profondeur son être profond et ce qui nous empêche de nous connecter à notre être finalement dans la matière. Parce que le corps est vraiment, et il est à la fois dans la matière et en même temps, c'est la porte de notre inconscient. C'est vraiment un très bel outil pour le travail sur soi et le développement personnel. Merci beaucoup, Aurore. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors j'ai un site, c'est aurorebouret.com et puis j'ai aussi un compte Instagram Thérapie par le corps. Ça, de toute façon, on mettra toutes les informations en description du podcast. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations que tu as partagées avec nous, la découverte de ces différentes pratiques, donc la fasciapulsologie, la sonothérapie et puis un petit retour aussi sur les thérapies énergétiques. Donc, c'était intéressant aussi de voir comment t'en étais arrivé à t'intéresser à ces pratiques, de découvrir un peu des différentes explorations. Écoute, je te dis à la prochaine et prends bien soin de toi. Salut Aurore, à la prochaine. Alors, je trouve que le témoignage d'Aurore illustre bien le fait que souvent, les difficultés que l'on vit nous amènent à poser notre regard vers l'intérieur et à commencer un chemin d'exploration personnelle et d'éveil à soi. Alors, si pour le moment, tu souffres, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou psychologique, je t'invite, comme Aurore, à prendre cette posture de l'explorateur pour comprendre et apaiser cette souffrance. Et comme tu as pu l'entendre, la fasciapulsologie, la sonothérapie, la vie intra-utérine et d'autres pratiques énergétiques sont des portes d'exploration qui sont possibles. Après, il en existe plein d'autres, comme Aurore le souligne. Ce qui est important, c'est de s'écouter et d'aller vers les pratiques qui t'appellent. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'en présente plusieurs dans la boîte à outils de mon blog auroremiarai.com. Voilà, alors si cet épisode t'a plu, like, commente et abonne-toi sur les différentes plateformes. Et si tu veux me soutenir financièrement, tu peux m'acheter un café sur le site Buy Me a Coffee. Je t'ai mis toutes les informations utiles dans la description du podcast et tu y trouveras aussi le site internet et le compte Insta d'Aurore. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode sur mon blog ou mon compte Insta Aurore Miarai. Bisous et prends soin de toi.